vrai ça. Ils font ce qu'ils veulent là-haut, hein. Ils font des expériences, c'est tout à fait utile, très bien. Il y a même des astronautes là, qui envoient des petites photos régulièrement. Un certain Thomas, c'est quasiment quotidien d'ailleurs. Et en quoi ça nous intéresse, à nous, là, les terriens? Ça nous intéresse parce que il faut savoir que ces spationautes, quand ils sont en apesanteur, ils ont des bouleversements physiologiques qui sont très importants. Dans le cas de Thomas, par exemple, on sait qu'il va grandir de 5 cm à peu près. Hein, il fait 1m85, il va faire 1m90. Grandir, il va grandir. Os qui vont grandir. Alors, il y a les disques intervertébraux qui vont se relâcher. Donc, en fait, il va prendre 5 cm à peu près. Il va avoir les jambes qui vont s'affiner. Il va avoir la tête qui va enfler parce que les liquides en apesanteur remontent. Il va perdre 30% de sa masse musculaire et il va perdre un peu de ses os. En gros, voilà. Et il va y avoir quelques modifications cardiaques. Donc, l'idée, c'est que... Comme dit l'autre, il n'y a qu'à pas y aller. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est passionnant, mais c'est réversible. Tout ça est réversible, heureusement. Mais ce qui est passionnant, c'est que nous, on peut tirer des conséquences de ce qui se passe là-bas. Il faut savoir qu'à Toulouse, il y a une clinique qui s'appelle, une clinique spatiale. On ne le sait pas. Et là, on étudie les effets de l'apesanteur pour nos spationautes, mais aussi pour ceux qui sont alités. Pour ceux qui vieillissent, qui restent dans leur lit. Ça pourrait avoir des effets d'apesanteur sur nous. Absolument, c'est exactement la même chose. On l'a créé alors. On l'a créé parce qu'on met des gens en apesanteur. Et dans cette clinique, ce que vous devez savoir, William, c'est qu'on met des gens, on les alite pendant 2 mois. Pendant 2 mois, des volontaires n'ont plus droit de poser le pied au sol. Donc, ils vont devoir rester pendant 2 mois à une inclinaison de -6 degrés. Jamais poser le pied par terre. Ils ne peuvent pas aller prendre une douche, ils ne peuvent pas aller aux toilettes, ils mangent dans leur lit. Et c'est pour soigner quoi? Et c'est pour étudier les effets de l'apesanteur ou les effets de l'alitement sur le corps humain. Comment on peut faire pour limiter ça? Par exemple, en ce moment, il y a des expériences sur des antioxydants. Et ça va servir à toutes les personnes âgées, aux gens qui sont malades, aux gens qui sont paralysés, aux gens qui ne peuvent plus bouger et qui sont alités, pour mettre en place des techniques pour limiter l'incidence. Exactement. Alors, nous avons eu la chance, en exclusivité, de prendre nos caméras et d'aller à Toulouse dans cette clinique spatiale. Voilà ce que nous avons pu tourner en toute liberté, j'insiste. Une exclusivité. Un astronaute, c'est quoi en fait? C'est un sujet qui est en inactivité physique poussée au maximum, qui vieillit donc prématurément, mais heureusement, en revenant sur Terre, au bout de quelques mois, il a récupéré les fonctions qu'il avait avant de partir dans la station. Donc c'est un vieillissement réversible, contrairement à nous sur Terre. Dans la Station spatiale internationale, les astronautes sont en inactivité physique de façon la plus poussée possible, puisqu'en fait, ils n'utilisent ni leurs os, ni leurs muscles, ni leur cœur pratiquement, et ils font simplement 2 heures d'exercice par jour, ce qui est comme si on était au sol, 22 heures dans notre lit. Donc pour ceci, nous faisons des simulations d'apesanteur au sol, donc à la clinique spatiale à Toulouse, de façon à voir les effets délétères de cette inactivité physique sur le corps humain. Grâce à cet appareil, on va être capable de mesurer la quantité d'oxygène que tu consommes et donc nous allons pouvoir en déduire ta dépense énergétique au cours de cet alitement que nous allons mettre en regard avec la quantité de protéines, donc de muscles que vous perdez au cours de cette simulation d'apesanteur. Actuellement, on organise une expérience de 2 mois, donc sur des sujets alités à temps plein, on va dire, donc qui ne se lèvent absolument pas, sur lesquels on fait des analyses médicales tous les jours pour voir les effets délétères de l'inactivité physique sur le corps humain. Voilà, Cédric, vous roulez sur la table. Nous allons faire un examen de la composition corporelle. Cet examen, on le refait plusieurs fois pendant l'étude, et ce qui nous permet de suivre l'évolution de la répartition de votre gras dans le corps et où elle va se situer particulièrement. Dans la Station spatiale internationale et dans les études faites au sol, on a pu montrer donc un certain nombre de modifications physiologiques qui sont relativement importantes, avec notamment quelques problèmes au niveau cardiaque, un épaississement de la paroi qui est le premier signe de l'athérosclérose chez la personne âgée au sol, de l'ostéoporose qui correspond effectivement à l'ostéoporose de la femme ménopausée, mais également une modification des muscles et du métabolisme qui conduisent au bout d'un certain temps à un état d'obésité et de diabète que l'on retrouve régulièrement dans la population actuelle.
Les expériences faites dans la Station spatiale internationale ou à la clinique spatiale nous ont permis de faire de grands progrès en fait dans la médecine que l'on appelle terrienne, donc la médecine de tous les jours pour les gens qui restent alités de longs mois dans un lit d'hôpital ou qui ne font aucun exercice physique pendant leur vie. Et on a publié déjà les premières conclusions de ces études. Il y en a eu quelques-unes, oui. par exemple, sur l'os, taper contre le lit, ça permet d'augmenter la masse osseuse quand on est alité. Et il y a une nouvelle expérience qui commence en septembre. Si vous êtes intéressé, si vous voulez être volontaire, vous allez sur notre site et vous avez toutes les informations. Merci, à tout à l'heure. Get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up like a sex machine. Get on up. On commence par le tennis. Le tennis, exactement, avec ce week-end, le quart de finale de Coupe Davis. Ça va se passer à Rouen. Et il manque du monde, il manque des mousquetaires. Yannick Noah a dû faire avec. Tsonga est resté chez lui pour s'occuper de son bébé. Mon fils et Gasquet sont blessés. Simon, lui, n'a pas été aligné. Je vous propose de faire une petite revue de nouvelles têtes. Allez, regardez. Avec donc, privé de ses têtes de série, Yannick Noah a fait d'autres choix. C'est Lucas Pouille, 17e mondial, qui ouvrira le bal face à Kyle Edmond, 47e. Ça joue face aux Anglais, bien sûr. L'autre simple opposera Jérémy Chardy, 68e du classement, à Daniel Evans, 44e. En double, c'est Mahu Beneteau qui affronteront Dominic Inglot et Jamie Murray, frère d'Andy Murray, qui lui ne sera pas là. Le numéro 1 mondial, il ne sera pas à Rouen. La France a remporté la compétition 9 fois, la dernière en 2001. 8 victoires pour la Grande-Bretagne, dont la Coupe Davis 2015. Et les Britanniques mènent 12-9 dans ce face-à-face avec les Français. On va suivre ça sur France Télévisions. Voilà. À partir d'aujourd'hui, à partir de cet après-midi. Début d'après-midi, oui, vers 15h, je pense. D'accord. Voilà. Bon. On a quoi d'autre? On a du golf. Non, je me dis, on a quoi d'autre? C'est la phrase que vous me dites à chaque fois. Donc, on a du golf à Augusta. C'est la première levée du Grand Chelem. Je veux bien en dire je suis une tout autre, seul, moi. en fait. Ah oui, vous avez d'autres phrases? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? La suite tout de suite? La suite. La suite, c'est du golf à Augusta. Première levée du Grand Chelem. Et regardez ce garçon, il s'appelle Charlie Hoffman. Il est leader inattendu sur le prestigieux Augusta National Golf Club. Il a 40 ans, 52e mondial. C'est la première fois qu'il termine en tête de la première journée d'un tournoi du Grand Chelem. Il est californien. Il a rendu une carte de 65, soit 7 coups sous le par. Et son premier poursuivant, son compatriote William McGirt, est à 4 longueurs. Et la dernière fois qu'il y a eu un tel écart, après les 18 premiers trous, c'était en 1955. C'est pas passé loin. Rugby Pro D2, 27e journée. Biarritz monte sur le podium en battant Oyonnax 16-13. Les 16 points Biarro sont tous signés du même garçon, Maxime Lucu. Un essai, une transformation, 3 pénalités à lui seul. Biarritz est 3e. Oyonnax est leader devant Agen. Tour du Pays Basque cycliste, William, 4e étape, 174 km. Regardez, une arrivée plutôt tranquille pour les bras, moins pour les jambes. Pour ce Slovène, il s'appelle Roglic, premier du jour. Il a échoué à 1 seconde du maillot jaune. Il aurait pu prendre en tout cas le maillot jaune à David de la Cruz, l'Espagnol. Rudy Mollard, le Français, est 6e. Regardez ce garçon, je vous présente Serge Girard. Il est havrais, il a 63 ans. Il est attendu demain à Paris. Il est parti il y a un peu plus d'un an pour un tour du monde particulier en courant. 26 000 km, 433 jours de course, nouveau record. Il a couru tous les jours. Pourquoi il fait ça? Pour battre le record. Ah oui. Il y a des gens qui tentent de battre des records. Il a fait Mais il est obligé, 17 pays. Non, il s'est dit à lui-même, voilà, je vais me faire un petit tour du monde, comme ça, 17 pays. Ça fait 620 marathons, William, quand même. Très bien. C'est pas mal. Je pense que les guibolles, elles doivent avoir pris un petit peu, quand même. Ah, fait ce qu'il veut. Fait ce qu'il veut. C'est comme l'auto dans l'espace. Mais ça fait de belles images. Il fait ce qu'il veut. Hein. Je ne sais pas s'il a eu le temps de tweeter comme dans l'espace. Bon. On a d'autres... La suite tout de suite. Voici la suite. La suite, c'est Il n'aime pas quand je lui dis et quoi d'autre. Dites-moi, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Ah bah du rallye, William. Voilà, on a du rallye ce matin avec le Tour de Corse et le shakedown. Alors shakedown, c'est un petit peu la mise en jambe avant les épreuves chronométrées. Et les quadruples champions du monde Ogier et Ingracia sont les premiers pour l'instant. Ils ont réalisé le meilleur temps. Et Ogier a remporté la première des 3 épreuves de l'année. Ça, c'est du drift. On reste pied au plancher. Du drift avec la première étape du championnat de France sur le circuit de Nogaro dans le Gers. 55 pilotes engagés. Qu'est-ce que c'est que le drift? Le drift, William, c'est de faire des figures avec style, de glisser, de faire déraper sa voiture. Et c'est pas chronométré. Il y a des juges qui regardent. Et la prochaine étape, ça se passera à Tours. Et vous êtes invités, William. Organisé par des vendeurs de pneus, ça. Non, allez, ils en fument des pneus. Et ça, on reste à Tours. Ce sera de la moto du FMX, William, freestyle motocross, parce que vous êtes bilingue, avec les meilleurs mondiaux qui seront là. Tom Pages, entre autres, inventeur de figures qu'on suit régulièrement au télématin, de la haute voltige sur 2 roues. Et si vous voulez encore des beaux torticolis, il faut aller
aller à Berck-sur-Mer Ah ce oui, ça, week-end c'est avec magnifique, ça. les 31e rencontres internationales de cerfs-volants. C'est dans le Pas-de-Calais, donc avec cette pieuvre géante. Elle fait 65 mètres de long et ils sont en train de tenter de battre un record, d'avoir une centaine de cervolistes, de pilotes en même temps dans le ciel pour faire de très belles images. Allez-y, il va faire beau ce week-end, Nathalie l'a dit, il faut en profiter. C'est très bien, c'est de voir comment ils travaillent, comment ils les ont fabriqués. Ça Ah oui, m'intéresse. fabriqué, ça. on pourrait faire un reportage Ouais. sur la fabrication. Ouais, sur la fabrication de ces engins-là. Parce que Et il la faut- façon dont on les pilote. Ils sont plusieurs sur Ils un sont seul. plusieurs sur un seul, sur les gros. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. La hein. suite L'éducation du travail, ça veut dire. Oh, 10e édition, quand même. 10e édition. Ouais, donc ça fait un moment. Hein. Et vous disiez 2010, alors Saint-Étienne est devenue ville UNESCO du design. Ça veut dire que le design, c'est vraiment très très important à Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est un terreau industriel il y a eu une catastrophe. Enfin, je veux dire, il y avait une grosse industrie autour du cycle, autour des armes, et puis tout a disparu. C'est vrai. Et il fallait bien remonter la pente. Armes et cycles de Saint-Étienne. Exactement. Ça s'appelait Donc comme ça. le design réellement a aidé les entreprises, le territoire à retrouver un chemin vers la C'est-à-dire réussite. des usines qui Non, fabriquent, pas des usines, non enfin Des ateliers oui, des ateliers, des petites usines effectivement, qui se sont penchées sur les produits dont on pouvait avoir besoin. Et puis Saint-Étienne a créé la cité du design Ah ben voilà. et du coup a suivi cette fameuse biennale. Et la biennale, à chaque session, donc tous les 2 ans, a une thématique. Et là, la thématique, c'est mutation du travail. Alors, mutation du travail, pour moi, sur le papier, je me suis dit... Ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Et puis, sur place, en fait, comment ça marche ? Vous avez à la Cité du Design, effectivement, plein d'expositions internationales. Et puis, vous avez les lieux forts dans Saint-Étienne qui également traitent de cette thématique. Et là, il y a le musée de la mine. Et au musée de la mine... il y avait du charbon à Saint-Étienne, puis plus de charbon. Et comment on fait pour retisser un tissu social, redynamiser, exactement. Comment on fait ? Eh bien, ils ont répondu à ça, effectivement, de manière la mutation, concrète. c'est ça. C'est à Oui. partir du moment où il y a une industrie qui s'arrête, Alors- comment on fait pour en trouver une autre qui prend sa place, quoi. Exactement, ça c'est Comment une on mute. partie du questionnement. Et comment le comprends. design peut y répondre, regardez. D'accord. Ce lieu, c'est l'un des très grands hauts lieux, emblème de Saint-Étienne et beaucoup plus largement. C'est un ancien puits de mine, le puits Couriot, qui a fermé ici en 1973 et qui a été aménagé progressivement en musée. Alors c'est pas vraiment tout à fait un musée, hein, parce qu'en fait les collections, c'est ce qui nous entoure, c'est les traces des hommes sur les bâtiments, c'est l'âme qui se dégage du lieu. Et ce qui fait de ce lieu quelque chose d'absolument remarquable, c'est qu'il est en confrontation, en vis-à-vis avec la modernité qu'est la ville. Et on passe ainsi de la ville vers l'héritage. Le mineur, c'est la grande allégorie du monde du travail. C'était évident qu'un lieu comme celui-là devait être un partenaire de premier ordre pour l'ensemble de la biennale. Et on a décidé en fait de travailler non pas sur les mutations du travail au sens des formes du travail, mais sur la mutation de la notion de travail lui-même. On voit toutes ces silhouettes d'habits de mineurs qui évoquent le travail, qui évoquent le temps. Et au sol, sur des plaques de plexiglas, on a des images. La première montre l'un de ces call centers d'aujourd'hui, dans lesquels les gens répondent au téléphone. Deuxième installation où on voit cette fois-ci des robots qui s'agitent dans ces gigantesques entrepôts dans lesquels finalement la présence humaine n'est plus là. Ça fait des années que j'avais envie que l'équipe du musée parte à la découverte de ce territoire, au-delà des friches industrielles, au-delà des grands emblèmes vivants du travail, pour découvrir cette fois-ci la manière dont le travail avait été ressenti et est ressenti aujourd'hui. Alors nous sommes partis d'une promenade sur le territoire qui nous a fait découvrir des ensembles de représentations, de figurations qui peuvent être des vitraux, qui peuvent être des statues, des monuments aux morts, des tombes, des grands décors à la préfecture par exemple, ou à la bourse du travail. Et à partir de ce matériau, nous avons réfléchi à ce moment-là à comment le mettre en ordre et comment faire ressentir au public ce que nous avions ressenti nous. Des choses toutes simples quelque part. Le travail aujourd'hui, quand il est figuré sur un rond-point, c'est du travail d'hier.
On dit le travail, c'est dur, c'est difficile. Ça a toujours été dur et difficile. Parce que le travail, quelque part, c'est à la fois la manière de s'affirmer, de construire le monde de demain, mais on le subit aussi. Quand on dit aussi qu'on n'a pas d'emploi, l'emploi étymologiquement, ça veut dire qu'on n'a pas d'usage social. Donc on n'est pas grand-chose dans la société. C'est intéressant de regarder aujourd'hui quelle est la place du travail. Est-ce qu'il a évolué par rapport à ses représentations mentales, par rapport à ses imaginaires d'hier? Magnifique ce lieu. Ah, le lieu est Ça magnifique. se visite, hein. Ça se visite avec ses enfants aussi. Alors pendant la biennale, effectivement, et c'est jusqu'au 9 avril. Et après la biennale, parce que le territoire vit quand même hors la biennale. Merci beaucoup. Nous allons revenir avec Mathieu Boisseau sur le fameux Brexit. Ça a commencé, vous avez vu ça, et les premières conséquences se sentent déjà. Mais là, on ne les attendait pas là, vous allez voir. C'est le réveil d'un vieux contentieux entre Londres et Madrid à propos de l'enclave britannique de Gibraltar en Espagne. Alors ça mérite une explication. La voici avec Mathieu. Bonjour. Oui, bonjour. Ici à Londres, depuis le Brexit, chaque semaine apporte son lot de controverses et de polémiques. Et celle-ci est particulièrement virulente. C'est vrai, elle concerne donc Gibraltar, un petit territoire, 30 000 habitants, coincé entre l'Espagne et le Maroc. Depuis 300 ans, Gibraltar est la propriété exclusive du Royaume-Uni. Et à ce titre, Gibraltar va donc quitter l'Union européenne. Les négociations sont en train de commencer. Et quand la question de Gibraltar est arrivée sur la table, eh bien, un autre pays est venu mettre son grain de sel, est venu bouleverser la donne. Il s'agit de l'Espagne. L'Espagne a obtenu auprès de Bruxelles de pouvoir bloquer n'importe quel accord commercial signé dans le futur entre l'Union européenne et Gibraltar. C'est un tournant dans l'histoire de cette petite péninsule et cela fait scandale ici au Royaume-Uni. Regardez les unes des journaux, le tabloïd Le Sun qui indique en très grand « Ne touchez pas à notre rocher ». Ensuite The Independent, d'habitude beaucoup plus modéré, qui évoque lui une guerre des mots sur ce dossier de Gibraltar. Certains hommes politiques britanniques vont même plus loin. Ils expliquent qu'il faudra une guerre militaire pour défendre Gibraltar. On n'en est évidemment pas encore là. Il faudra d'ailleurs un feu vert des 27 pour valider tout cela. Mais la polémique enfle. Voyez ce reportage réalisé avec Laura Calmu et Élise Derbaumet. C'est un morceau de Royaume-Uni en mer Méditerranée. L'Espagne est toute proche, à quelques centaines de mètres. Mais ici, les cabines téléphoniques portent le sceau londonien et les rues des noms anglais. Les plats comme le fish and chips sont chassés, les tapas, même les gardes arborent les tenues des soldats de Sa Majesté. Aucun doute, Gibraltar est 100% britannique, mais jusqu'à quand? Après le Brexit, Bruxelles a décidé que l'Espagne aurait un veto sur chaque accord commercial avec la péninsule, et cela agace des habitants fidèles au Royaume-Uni. Avec 10% de croissance, l'économie est florissante ici. C'est vraiment décevant que l'Union européenne, avant l'ouverture des négociations, donne à l'Espagne un droit de veto sur Gibraltar. Franchement, ça ne me surprend pas de la part de l'Espagne. J'espère que le Royaume-Uni va nous défendre comme il a toujours fait par le passé. Gibraltar au cœur de la polémique, c'est loin d'être une première. Le pavillon britannique flotte depuis 1713 et malgré les visites de la reine, les crises se sont succédées. En vue d'éviter certaines manifestations annoncées par des groupes de nationalistes espagnols, les frontières de l'enclave étaient soumises depuis quelques jours à une surveillance qu'on peut dire méticuleuse. Cette fois, le ton est encore monté d'un cran. Mardi, un navire de guerre espagnol a même fait irruption dans les eaux de l'enclave britannique, alors que Londres avait déjà clamé sa fermeté. Dites-vous bien que la souveraineté de Gibraltar est inviolable et le restera. Nous protégerons les intérêts de ses habitants. À l'opposé, la réponse de Madrid est-elle pleine d'ironie? Je vois que sur cette question, le traditionnel flegme britannique a soudainement disparu. Le gouvernement espagnol le sait, il dispose d'une carte maîtresse, la fermeture des frontières. Elle bloquerait les 10 000 travailleurs qui viennent chaque jour à Gibraltar et paralyserait la péninsule, selon ce restaurateur. Le pire scénario pour nous, les chefs d'entreprise, ça serait d'être étranglés du point de vue économique. En quelques jours seulement, Gibraltar la discrète est devenue l'objet d'une crise diplomatique, signe de la tension qui règne depuis le Brexit. Bon, ils vont pas nous faire une guerre des Malouines, des Anglais, là. Ça vire au casse-tête, ça, hein, pour le Royaume-Uni, non?
Oui, si les Britanniques sont aussi nerveux sur cette question de Gibraltar, c'est parce qu'elle fait écho à un autre dossier très sensible, celui de l'Écosse. L'Écosse ne voulait pas du Brexit, alors elle envisage maintenant un référendum sur son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni pour pouvoir, le cas échéant, réadhérer à l'Union européenne. Jusque-là, cette hypothèse, elle était jugée assez peu probable ici par les dirigeants britanniques, notamment parce qu'au sein de l'Union européenne, certains ne seraient pas favorables à un retour de l'Écosse, au motif qu'il encouragerait les mouvements indépendantistes. Eh bien, sur cette question, il y a eu là aussi un tournant. Et là aussi, c'est avec l'Espagne que ça se passe, puisque l'Espagne, qui a pourtant en son sein la Catalogne, a indiqué qu'elle ne bloquerait pas un retour de l'Écosse. Bref, dans ce grand jeu d'échecs diplomatiques qui s'est engagé, la position britannique est déjà assez inconfortable. Oui, à suivre. Merci beaucoup, Mathieu. On a l'impression, avec la réaction des États-Unis et singulièrement de Donald Trump, qu'il a pris à contre-pied tout le monde, là, non? Oui, bonjour William, bonjour à Bonjour. tous. On a coutume de dire que la presse française n'aime pas trop Donald Trump. Qu'entre elle et lui, ce ne sont que rendez-vous manqués, contre-pied, mépris, décalage. Ça ne va pas forcément s'arrêter. Parce que Trump vient de lui jouer un sale tour. Tous les journaux qui, dès hier soir, avaient choisi de titrer sur la Syrie, eh bien, se retrouvent un peu dans la panade ce matin avec des unes obsolètes. Bon, Le Monde, daté d'aujourd'hui, mais imprimé dès hier après-midi, partait battu d'avance. Attaque chimie en Syrie, les Américains s'en prennent à Moscou. Oui, mais non. En frappant la base de Khan Sheikhoun, eh bien, d'où venaient les avions qui ont mené l'attaque chimique qui a choqué le monde, eh bien, les Américains frappent surtout la Syrie. Alors, la Croix, Bachar al-Assad en toute impunité, titre le journal. En toute impunité, franchement, ce matin, ça ressemble à tout, sauf à l'impunité totale. Pas de chance non plus pour le Figaro, qui, s'il est dans le vrai, en notant que le drame syrien tend la relation Trump-Poutine, anticipait en ces termes, dès hier soir, ce que pourrait être la réaction du président américain. Il ne s'agit pas forcément de noyer Damas sous une pluie de Tomahawk, mais l'Amérique doit agir, se faire respecter de Moscou. L'encre de ces lignes était à peine sèche qu'une pluie de Tomahawk s'abattait non pas sur Damas, certes, mais sur la base militaire syrienne dont je viens de parler. Vous voyez, à ce propos, le breaking news des sites internet de la presse américaine en ce moment. Alors, malgré cette ribambelle de contre-pied, eh bien, vous trouverez dans nos journaux des choses éclairantes sur la situation et le contexte syrien, surtout si vous êtes amateur de billard à 18 bandes. Dans le Figaro, Arnaud de Lagrange rappelle que vers l'Orient embrasé, Trump voulait aller avec des idées simples. Trump cultive l'art du deal, on le sait. En Syrie, l'efficacité devait passer par un partage des rôles avec la Russie. Lui se chargeait de Daesh et puis à charge pour Poutine de gérer la Syrie utile. Washington avait même fait un joli geste envers Bachar en ne faisant plus de son départ une priorité, écrit l'éditorialiste. Alors ce plan, ce deal, pour reprendre la rhétorique trumpienne, eh bien, ne semble pas avoir convenu aux Syriens, dont plusieurs titres s'interrogent sur les motivations ce matin. Pourquoi cette attaque chimique? Dans le Figaro, Georges Malbruno parle d'accédotisme de Bachar. Il parle de pouvoir devenu complètement irrationnel, voire de coups de force, des durs, au sein de l'appareil militaro-sécuritaire syrien, sans être en mesure d'ailleurs de trancher. Dans la Croix aussi, on s'interroge sur les mobiles de Damas. Alors on avance une hypothèse. Ce pourrait être un message envoyé par Damas à la Russie, car la Syrie estime qu'elle est trop favorable à des négociations, tandis que Bachar veut utiliser la force à 100% pour mettre au pas son peuple, lirez-vous peu ou prou dans le journal. En fait, ce matin, la question qui émerge est tout autre. Le Washington Post la pose à la une. How does Russia respond? Comment va réagir la Russie? Que va-t-elle faire? Non pas face à Damas, dont vous lirez dans la Croix qu'il n'a jamais été question pour les Russes de l'abandonner, ne serait-ce que par souci de crédibilité vis-à-vis du reste du monde, mais que va-t-elle faire maintenant face aux Américains? Que vont en effet se dire Poutine et Trump, ces deux hommes qui s'entendent, paraît-il, tellement bien? Ils vont en parler avec le Chinois déjà. Oui, c'est vrai que le Chinois est actuellement aux États-Unis, donc ils ont dû déjà en papoter ensemble. Merci, à tout à l'heure. On poursuit avec une actualité qui concerne l'environnement. La cosmétique bio se développe actuellement en France, mais curieusement,
Les salons de coiffure sont plus lents à adopter ces pratiques, shampoing, coloration capillaire qui contiennent encore des substances que l'on dit néfastes pour la santé, alors qu'on peut les remplacer par des produits plus naturels, des plantes par exemple, ou des produits bio. Alors vous allez voir ça chez un coiffeur parisien qu'Isabelle Bouloc a rencontré. Dans ce salon, aucun produit chimique, ni ammoniac, ni autre substance qui agresse le cheveu et nuisent à la santé. Cela fait plus de 10 ans que Charlie Hassoun s'est converti à la coiffure bio et à la coloration végétale. Pour lui, ce n'est pas un effet de mode, mais une démarche personnelle. Quand j'ai commencé ce métier, j'ai tout de suite eu des problèmes d'allergie, d'asthme, de maladies assez importantes. Et j'ai eu l'idée de monter une boutique bio. Donc je pense que j'étais un peu en avance sur le marché. Et progressivement, j'ai créé ma propre gamme. Et tous ces pigments nous permettent de faire toutes les couleurs, sauf du brun, nous ne pouvons pas passer au blond. Mais par contre, sur le cheveu blanc, nous pouvons faire toute la gamme de couleurs de nuances. Ça va du blond, du brun, du roux, du marron, de l'acajou. Donc ça, depuis que nous avons travaillé sur ces pigments, nous réussissons donc à faire ce pari de couvrir les cheveux blancs aux clientes en végétal. Nous avons une biologiste et une aromathérapeute qui travaillent sur les shampoings. Ce sont des produits naturels à 100%, bio. Et en plus, nous avons le label, je peux le dire, vegan, c'est-à-dire les végans qui ne veulent qu'il n'y ait aucun produit à base animale dans la composition de ces gammes. Lorsque quelqu'un vient qui a fait des couleurs chimiques pendant des années, on nettoie son cuir chevelu avec un shampoing à l'argile pour enlever tous les pigments artificiels. Et ensuite, nous passons à la couleur végétale, nous faisons la séance. C'est entre 2 heures et 2 heures et demie. Je suis vraiment bluffée, c'est la racine, tout. Enfin, il n'y a pas d'effet racine, en fait, c'est vraiment naturel, c'est simplement joli, quoi. La couleur est vraiment naturelle. J'ai rarement eu, d'ailleurs même en chimique, ça faisait toujours, ça faisait oxyder. En chimie, en fait, il y a une série d'étapes qui agressent le cheveu en fait, à long terme. On ouvre les écailles, on éjecte la couleur naturelle, on réinjecte la couleur artificielle et on referme les écailles. Tout ça, à long terme, ça fragilise le cheveu. Alors qu'en végétal, on ne touche pas à la structure de la fibre capillaire. Ce sont des pigments végétaux qui viennent s'agréger et qui enroulent la fibre capillaire. L'impact, c'est que on gagne en santé du cheveu, en gainage et en protection. Je fais de la coloration naturelle depuis 11 ans et mes cheveux tombés ne tombent plus. Ils sont plus beaux, plus doux et ainsi de suite. Donc je ne reviendrai pas à la chimie. Fort de son expérience, Charlie a également créé des stages de formation pour les coiffeurs qui veulent se convertir au bio. À force de m'occuper des femmes en cancérologie, j'ai une demande à ce niveau-là. Quand elles finissent leur traitement, elles me demandent si je fais de la coloration végétale. On vient de dire qu'on reste sur du 1 temps, parce que par rapport à la hauteur de ton qu'elle souhaite. Aujourd'hui, on apprend à doser des reflets. C'est une façon complètement différente de la coloration chimique. C'est très créatif, ça relève du peintre là, c'est vraiment différent. Donc ça demande une remise en question totale, oublier tout ce qu'on savait et réapprendre à travailler autrement. En France, ce sont déjà environ 800 coiffeurs qui ont fait le choix de soins et de coloration naturelle. Alors pour accélérer cette tendance, c'est à nous, consommateurs, de plébisciter ces salons de coiffure qui sont plus écologiques. Et d'abord, les 4 vérités. Jeff Wittenberg reçoit ce matin Marine Le Pen. Oui, effectivement, William. Marine Le Pen qui va réagir au sujet d'actualité et surtout, bien sûr, nous parler de sa campagne pour la présidentielle. Et en effet, bonjour à vous, Madame Le Pen. Bonjour. Des frappes aériennes, des frappes américaines ont donc eu lieu, on l'a entendu, cette nuit en Syrie. Vous étiez prononcé hier soir contre une intervention militaire. Quelle est donc votre réaction ce matin ? Est-ce que c'est trop demandé d'attendre les résultats d'une enquête internationale indépendante avant d'opérer ce genre de frappe? Je suis un peu étonné. Oui pour M. Trump. Oui, je suis un peu étonné parce que M. Trump avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait plus faire des États-Unis le gendarme du monde. Et c'est exactement ce qu'il a fait hier. Et pourquoi l'a-t-il fait selon vous? Écoutez, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Ce que je voudrais, c'est qu'il n'ait pas... qu'on ne retrouve pas le même scénario que celui qu'on a pu voir en Irak, que celui qu'on a pu voir en Libye, qui en réalité sont des processus qui ont entraîné le chaos
qui ont fini par conforter le fondamentalisme islamiste et les structures terroristes qui, du coup, ont profité de ce renforcement pour venir nous frapper sur nos sols. Et donc la solution que vous préconisez, vous, c'est de continuer à parler, à discuter avec M. Bachar al-Assad? Non mais encore une fois, ce qui s'est passé est épouvantable. Je le dis de la manière la plus claire qui soit et je le condamne de la manière la plus claire qui soit. Mais est-ce qu'on peut attendre d'avoir les résultats de l'enquête internationale? Et si les résultats s'avéraient positifs, il y a aujourd'hui au moins un soupçon, il faut continuer à parler avec Bachar al-Assad? En l'état, tant qu'il n'y a personne d'autre de crédible pour prendre des responsabilités, la seule chose qu'on peut faire, c'est organiser des élections. Voyez-vous, car il faut respecter la souveraineté des États. Il faut souveraineté la. Il faut pas vraiment une démocratie aujourd'hui. Les élections libres, cela paraît difficile dans le contexte. Vous me posez la question, je vous réponds. Voilà. Peut-être ce que les nations doivent faire, s'assurer qu'il puisse y avoir des élections libres. Car je rappelle qu'en toutes circonstances, c'est au peuple syrien de se choisir son dirigeant. On ne peut plus faire comme on a fait pendant des années, où des nations arrivent et puis prennent quelqu'un et le mettent à la tête d'un État. On a vu encore une fois que non seulement ça ne fonctionne pas, mais que ça crée le chaos. Donc si l'on veut respecter la démocratie, si l'on veut respecter la souveraineté des peuples, alors il faut permettre au peuple syrien de faire son choix. Alors on va parler du peuple français et des élections françaises. Le scrutin aura lieu dans 17 jours, dans 7 jours même. Vous l'avez dit avant-hier, vous n'envisagez pas d'être absente du second tour. Ça veut dire que vous croyez les sondages qui vous annoncent en tête du premier tour, autour de 25% des suffrages selon les instituts. Est-ce que les sondages disent vrai aussi lorsqu'ils vous voient plutôt battu assez nettement au second tour dans un rapport de 60-40 face à Emmanuel Macron? J'ai vu hier soir qu'au sein d'un même institut de sondage, il peut y avoir plusieurs résultats différents, puisque l'IFOP a commis une erreur et a publié en même temps le rolling qu'il adresse à Paris Match et en même temps... Le rolling, le sondage qui est publié tous les jours. Mais là, on parle du premier tour. Et en même temps, le sondage qu'il vend à En Marche. Alors ça pose aussi un problème. Car vous savez ce que disait Napoléon Bonaparte. Il disait la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. C'est-à-dire, est-ce que ces instituts de sondage, qui, sans que nous le sachions, en réalité sont payés par un candidat, est-ce qu'il n'y a pas une intervention? Alors, je vous dis d'autant plus facilement que dans le sondage qui est adressé à En Marche, nous avons un différentiel entre M. Macron et moi-même qui est beaucoup plus important que dans le sondage qui est publié par Paris Match. Ça ne répond pas tout à fait à ma question. Vous êtes la favorite du premier tour, vous n'êtes pas la favorite du second tour. Donc comment vous allez inverser cette tendance? Mais les sondeurs le disent eux-mêmes d'ailleurs. En réalité, il est impossible de faire un sondage précis sur un second tour avant que le premier tour ait eu lieu. Pour une raison simple, c'est qu'il y a des dynamiques qui se créent, qu'il y a des gens qui sont confrontés à un choix. Et c'est d'ailleurs ça le sens profond d'une élection. Et si ce choix m'oppose à M. Macron, alors ce sera le mondialisme sauvage qu'il représente et le patriotisme et l'état stratège que je représente. Alors qui seront les patriotes qui vous rejoindront, Madame Le Pen? Est-ce que vous allez vous adresser par exemple à des électeurs eurosceptiques comme ceux qui votent pour M. Mélenchon? Que leur direz-vous? Mais je vais m'adresser à tous ceux qui considèrent que la nation est la structure la plus performante pour assurer notre sécurité, notre prospérité et protéger les plus faibles d'entre nous. Et qui sont opposés au libre-échange intégral qui a été imposé, à cette politique du marche ou crève qui est l'axe de campagne de M. Macron. Est-ce que cela fait une majorité, Madame Le Pen, lorsqu'on voit qu'aujourd'hui... Je pense que oui. Par exemple, les électeurs de M. Fillon se répartissent plutôt en faveur, une légère majorité en faveur de M. Macron qu'en faveur de vous-même, sans compter ceux qui voteront blanc. Vous savez pourquoi je pense que je vais gagner cette élection présidentielle? Parce que je pense que sur l'immense majorité des très grands principes que je défends, les Français sont majoritairement d'accord avec moi. Ils sont pour qu'on ait des frontières, ils sont pour arrêter l'immigration, ils sont pour moins d'Europe et plus de France, et ils sont pour renforcer la sécurité, pour arrêter la politique de laxisme, ils sont pour, encore une fois, mettre en place protéger notre système de protection sociale et notamment à destination des personnes âgées et à destination des plus faibles, des plus modestes. Donc c'est cela qu'ils vont devoir mesurer. Donc les sondages d'aujourd'hui qui considèrent qu'une majorité de Français n'est pas en faveur de ces solutions que vous préconisez, en tout cas celles que vous préconisez, se trompent, selon vous aujourd'hui. Je le pense, oui. Et donc vous considérez que vous avez toutes les chances d'être élu après le premier tour? Oui, je pense que c'est même une grande chance pour la France. Et je vais même aller plus loin, ce sera une grande chance pour l'Europe. Parce qu'en réalité, mon élection permettra
d'ouvrir cette grande négociation que je veux sur ce qu'est devenue l'Union européenne. Alors on va parler de l'Europe. Et pourra mettre autour de la table des pays qui peut-être n'osent pas engager cette négociation parce qu'ils se sentent trop faibles, mais qui derrière la puissante France, eh bien, viendront défendre les droits et les protections que leur peuple exige. Juste pour reprendre une expression qui est employée dans le camp de François Fillon, vous pensez qu'il y a aussi pour vous une sorte de vote caché qui apparaîtra après le 23 avril en votre faveur aujourd'hui, que les électeurs ne disent pas? Non, mais je ne sais pas tout ça. Je pense que le peuple français est un peuple éminemment politique, qu'il est confronté à un choix de civilisation. Nous sommes, comment dire, englués dans le mondialisme d'en haut, avec les puissances financières qui tirent la substantifique moelle du travail de nos peuples, et le mondialisme d'en bas, avec le déferlement d'une immigration de plus en plus importante, qui fait le siège du communautarisme et qui lui-même est le terreau du fondamentalisme islamiste. Donc notre pays peut radicalement changer demain si nous ne nous protégeons pas de ce mondialisme. Alors, on va parler de votre programme et de l'immigration précisément. Il y a un point sur votre programme économique que je voudrais éclaircir. Vous souhaitez, on le sait, instaurer la priorité nationale à l'embauche et donc instaurer aussi une taxe pour les entreprises qui embaucheront des salariés étrangers. Cette taxe, si j'en crois votre chiffrage, vous avez calculé qu'elle rapporterait 2 milliards d'euros aux finances publiques. Mais si les entreprises françaises jouent le jeu, Madame Le Pen, et qu'elles n'embauchent pas, qu'elles n'embauchent plus d'étrangers, qu'elles n'embauchent que des Français, ces 2 milliards, vous ne les aurez pas. Donc, est-ce que vous n'avez pas besoin finalement qu'on embauche encore des étrangers pour boucler votre budget? Mais non, mais évidemment vous comprenez 2 milliards d'euros, c'est ce que vous avez évidemment, calculé. Vous comprenez bien que cette taxe est une dissuasion pour les entreprises. Ce que je veux Mais vous avez calculé qu'elle rapporterait 2 milliards d'euros. Mais d'accord, mais moins elle rapportera et mieux je me porterai, figurez-vous. Parce que les économies considérables qui seront faites, alors même que ce sont des Français qui seront embauchés. Est-ce que vous savez que la baisse, je vais vous donner un chiffre, ça va vous intéresser, la baisse de 3 points du chômage, c'est 25 milliards de recettes supplémentaires pour l'État. 25 milliards de recettes supplémentaires. Donc vous imaginez bien que sur le plan moral... Et ça, c'est un résultat, la baisse du chômage. Les économies, comment vous les faites au départ? Vous parlez d'un chiffrage, et lorsque je lis votre programme que j'ai entre les mains, un seul de vos engagements, le numéro 43, parle de remettre de l'ordre dans nos finances publiques, mais vous ne donnez pas de chiffres. Vous dites la fin des mauvaises dépenses, la lutte contre la fraude sociale. Monsieur, nous avons... et je le dis aux Français qui nous écoutent, un chiffrage extrêmement précis. Voilà. Il y a 80 milliards d'économies, 90 d'économies ou de baisse d'impôts, il y a 90 milliards de dépenses ou d'allègements, notamment à destination, parce que c'est une feuille séparée, dans le chiffrage est une feuille séparée. Vous auriez dû aller un tout petit peu plus loin. Donc les Français savent pertinemment ce que je vais faire, comment je vais le faire. Mais pour revenir encore une fois à cette taxe sur les contrats futurs des embauchés étrangers, ça c'est la priorité nationale. Parce que les entreprises doivent d'abord embaucher des Français. Si vraiment elles n'en trouvent pas, qui remplissent les compétences, les qualités qu'elles cherchent, alors elles n'hésiteront pas effectivement à payer. Et les recettes d'ailleurs iront à l'indemnisation du chômage. Il n'y a pas des domaines où c'est utile parfois d'embaucher des étrangers dans le domaine de la technologie, dans les domaines universitaires? Parfois, est-ce que vous ne croyez pas que nous avons tout cela en France? Nous n'avons pas d'ingénieurs de très grands talents. Sur certains points très précis. Eh bien, est-ce sur que certains cela peut points être très utile précis, parfois si les d'embaucher des entreprises... étrangers? Est-ce que les entreprises doivent être dissuadées et pénalisées pour cela? Si elles ne trouvent pas des Français, alors elles n'hésiteront pas. Si, encore une fois, ces employés étrangers sont si exceptionnels, elles n'hésiteront pas à payer 10% de plus. Alors, le projet Peur, c'est comme ça que vous estimez qu'on caricature votre volonté de sortir de l'euro, et vous citez en contre-exemple régulièrement le Brexit, qui, dites-vous, n'a pas empêché la Grande-Bretagne de connaître une économie florissante. Mais vous omettez que la Grande-Bretagne n'a pas changé de monnaie, elle est restée à la livre sterling, et surtout que cette embellie économique, elle a commencé avant le Brexit. Elle est la résultante d'une politique libérale qui est assez différente de celle que vous préconisez, qui est aux antipodes même en termes de normes sociales. Non. Pourquoi vous citez la Grande-Bretagne en exemple? Je cite la Grande-Bretagne parce que il s'est passé exactement la même chose avant le Brexit qu'il se passe aujourd'hui. À savoir que c'est ce que j'appelle le projet Peur. On cherche à faire peur en réalité au peuple. On leur a expliqué que ça allait être la catastrophe, l'effondrement, etc. D'ailleurs, je vous signale que la Banque de Grande-Bretagne a été obligée de venir après le Brexit en disant nous sommes trompés. Nous pensions que ça allait entraîner la récession. En réalité, ça a entraîné 1,8% de croissance, c'est-à-dire bien mieux que nous. Voilà. Donc on cherche à chaque fois qu'une décision populaire dérange les élites, elle cherche à leur faire
peur. C'est tout ce que je dis. Et je dis donc, n'écoutez pas ce projet peur. Entendez bien que c'est à vous de choisir. C'est ça que je dis aux Français. Et que c'est vous qui, par référendum, après la négociation que je mènerai, eh bien, jugera, c'est le peuple qui jugera les conséquences de cette négociation. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que c'est mauvais pour vous? Moi, je ne ferai rien sans l'avis du peuple français. Je ne ferai rien sans lui, rien contre lui, parce que je lui fais confiance et que je veux lui rendre le pouvoir. Merci beaucoup, Madame Le Pen. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci. Merci. On va s'intéresser maintenant, Madame, Monsieur, à un projet de recherche qui unit la science et l'art avec cette question. Que regarde-t-on en premier devant une œuvre d'art? Sculpture ou un tableau en l'occurrence? Et Laurence Beauvillard, avec d'autres chercheurs, s'est rendue au musée du Louvre-Lens. Vous allez voir, c'est une expérience assez intéressante. On donne aux visiteurs une tablette comme celle-ci. Et on dit regardez le tableau, et puis c'est entouré ce qui vous plaît et ce que vous regardez d'abord. À quoi ça sert? Vous allez voir. Au musée Louvre, il y a une exposition temporaire jusqu'au mois de juin sur les frères Lenain. Antoine, Louis et Mathieu. Le plus vieux est né en 1588, le plus jeune est mort en 1677. Et grâce à la science, on va pouvoir expliquer plusieurs mystères de cette fratrie. Dans le cadre de cette exposition, on a travaillé avec le CNRS sur une expérience qui s'appelle Iconicat, qui nous permet de sonder, à partir d'un échantillon d'au minimum 600 visiteurs de l'exposition Lenain, la manière dont les visiteurs appréhendent les tableaux de Lenain. Donc ils ont une tablette numérique et ils identifient les différentes zones qui attirent leur attention visuelle. Qu'est-ce qui attire votre regard en premier? Que l'on soit un enfant, un adulte, un étranger, quel que soit son niveau culturel, il suffit de répondre à 2 questions simples, juste du bout des doigts. On s'affranchit de la barrière du langage et on se rapproche de l'expérience visuelle. On s'est rendu compte que des enfants entre eux se focalisaient davantage sur l'action plutôt que sur les personnages, alors que les adultes se focalisaient davantage sur les autres adultes. Parce que là, en l'occurrence, les regards particulièrement saisissants de ces personnages vont les interroger, vont leur renvoyer à leur propre histoire, à leur propre expérience. Les enfants, par exemple, sur une œuvre, identifiaient systématiquement une zone où, pour nous, historiens d'art, il ne se passait rien d'intéressant. Et en fait, du coup, on a regardé le tableau différemment et on s'est rendu compte que sous cette zone, il y avait un motif floral qui avait été par la suite effacé, disparu. Et ça, très curieusement, les enfants l'ont vu, l'ont senti. Donc déjà, pour l'histoire de l'art, ça va nous apporter des choses. Le premier intérêt, c'est de comprendre comment le regard s'organise. On regarde à certains endroits et pas à d'autres. Ensuite, ça permet, dans un cadre pédagogique, de prendre en considération des regards, par exemple, d'enfants, pour les attirer vers une compréhension plus globale de l'œuvre. C'est partir de leur regard, plutôt que de leur dire, voilà, c'est comme ça que vous devez voir. Là, nous sommes dans le domaine de la peinture, mais regardez, on regarde n'importe quel type d'image. Ça peut être de la publicité, ça peut être de l'imagerie scientifique, ça peut être tout type de visuel. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on organise notre regard face à ces différents types d'images. Ensuite, ça permet également d'être exploré dans d'autres cadres. Par exemple, on travaille également avec des étudiants en biologie. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils identifient ce qu'il faut identifier dans l'image? Étudier comment nous abordons notre environnement, codifier nos regards, c'est aussi ouvrir une porte sur notre mémoire, car anatomiquement, l'œil est un prolongement du cerveau. Il paraît que les meilleures affaires dans le monde du vestiaire, c'est le printemps. Oui. Pour hommes et pour femmes. Pour Donc, hommes et pour femmes, absolument. Sauf qu'on n'a pas forcément envie d'aller faire les boutiques, parce qu'il fait beau, on a envie de faire autre chose. Oui, et puis il y a un monde fou dans les Et boutiques. puis il y a un monde fou, etc. etc. Et puis on n'a pas beaucoup de temps en dehors du samedi, donc le samedi c'est bondé. On a une offre vestimentaire qui s'est considérablement élargie, donc on ne sait plus très bien où donner de la tête. Il y a des tentations partout. Les modes changent régulièrement. Il arrive un moment où on voudrait changer de look. On ne sait pas forcément ce qui va pas, comment coordonner ce que l'on a déjà. Voilà, c'est très compliqué. Bref, mais c'est pas le métier de tout le monde. C'est Donc il y a pas le des métier de tout le professionnels monde. qui relookent les gens. Et justement,
Et c'était un métier qui était un peu, disons, réservé à une sorte d'élite. Eh bien, ça se démocratise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une nouvelle plateforme qui vous propose différents services à la carte, avec des stylistes diplômés, c'est-à-dire des gens qui ont fait une école pour ça. Ce sont plutôt des jeunes et ils sont là. C'est quoi, une école de stylisme? Une école de stylisme, une école de mode. Ils sont diplômés. Mode, oui, ils ont peut-être aussi un peu de mal à trouver un emploi. Donc c'est une solution pour qu'ils travaillent. Et vous pouvez aussi bien demander un conseil pour une tenue spécifique ou aller faire la boutique du coin avec la personne qui va vous aider à bien vous habiller. Qui va vous conseiller, d'accord. Vous pouvez aussi entreprendre un relookage total avec tri du dressing et puis achats multiples, y passer toute la journée. Donc ça varie de 25 à 150 €. Donc c'est quand même abordable et ça se démocratise. 25 à 150 € la prestation. Alors selon ce que vous demandez. Par exemple, c'est payé à l'heure ou payé à la journée? C'est payé à la prestation. À la prestation. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, je voudrais... par exemple, aller dans une boutique pour chercher une tenue spécifique pour un événement avec quelque chose qui vous va et qui rentre dans votre budget. C'est un conseil à peu près qui va durer 1 heure, c'est 25 €. Le relooking total, c'est plutôt 150 €. Mais c'est très démocratisé comme concept. Donc, nous avons suivi un exemple et puis nous avons rencontré la jeune femme qui a créé cette plateforme, ce nouveau service. Aurélie, je te laisse me montrer ton dressing. Oui, allons-y. Le constat, tout simplement, c'est que les clients n'ont plus le temps de faire du shopping. Il y a énormément de choix et il n'y a pas forcément de conseils personnalisés derrière. Pour toutes ces raisons, on a mis en place donc une plateforme qui consiste à réserver des stylistes personnels pour les accompagner à faire du shopping dans les boutiques. Les dressings sont pleins, effectivement, mais on n'a pas le recul nécessaire pour faire le tri. Donc moi, ce que je te proposerais aujourd'hui, cette petite veste, la mettre avec un jean basique, brut. Voilà. J'ai vu aussi qu'il te manquait quelques robes. Maintenant, on va aller en boutique. Voir ce qu'on peut trouver. Oui, volontiers. Nous avons 30 stylistes présents aujourd'hui sur notre plateforme et ils sont tous sélectionnés selon leur diplôme de mode ou d'une certification de conseiller en images. Nous proposons plusieurs services sur mesure sur notre plateforme. Un service qui consiste à vous accompagner pour une tenue rapidement dans une boutique, à un relooking beaucoup plus complet. Et les tarifs sont très abordables, de 25 € à 150 €. Dis-moi Aurélie, niveau budget, tu te situerais à peu près où? Dans les 200 à 300. Donc Aurélie, j'ai fait une présélection. On va se diriger en cabine? D'accord. Je fais appel à ce service tout simplement parce que je manque de temps. Professionnellement, j'ai un travail qui me prend énormément de temps et j'ai pas envie de perdre des heures dans ma penderie à chercher qu'est-ce qui peut aller avec quel autre vêtement. Pour la petite touche ethnique, je t'ai choisi ce petit top ceinturé que je trouve très joli. Toi qui aimes le rouge, beaucoup, voilà. Donc je fais simple, je fais appel à ce service pour m'aider à voir différemment et à faire de nouvelles associations avec mes vêtements. Ah, là c'est différent. Aurélie sait bien valoriser sa silhouette, elle a une morphologie simple et simplement elle s'est installée dans une routine vestimentaire depuis quelques années et mon travail aujourd'hui, ça va être de redynamiser sa garde-robe en sélectionnant des pièces phares qu'elle a dans son dressing et en les associant entre elles de manière à redynamiser un peu le tout. Et dans un second temps, on ira faire un petit peu de shopping pour lui trouver des looks qui changent un petit peu de son quotidien. On a vu là une jeune femme. Ça concerne des hommes ou pas? Oui, absolument. Il y a une trentaine de stylistes sur cette plateforme, donc tous diplômés, et pour hommes et pour femmes. Alors la styliste diplômée, ce sont que des femmes ou il y a des hommes? Ce sont essentiellement des femmes, mais il y a aussi des hommes. Et évidemment, il y a des clients hommes. C'est un métier, vous avez tout à fait la possibilité de changer de look et de vous faire conseiller avec des marques qui vous plaisent, des couleurs, des tissus qui vous plaisent, des coupes qui vous vont bien et surtout que ça rentre dans le budget que vous comptez consacrer. D'autant qu'il y a des surfaces qui viennent d'ouvrir d'ailleurs, me semble-t-il, qui regroupent toutes les marques possibles pour les hommes notamment. Merci beaucoup, au revoir. C'est un roman signé
d'une auteure britannique. Vous la connaissiez? Irlandaise, oui, je la connais depuis 2000, son premier roman, qui d'ailleurs est réédité par Belfond aujourd'hui, qui s'appelle Quand tu es parti. C'est son 7e roman. Je l'adore. Et en même temps, c'est un univers tellement riche qu'il est très très difficile à résumer. Parce que dans ce livre, il y a une construction vertigineuse, complexe mais pas compliquée. Il y a un nombre de personnages et de situations et de sentiments vraiment étonnants. C'est-à-dire que c'est pas du tout une romancière à pitch, Maggie O'Farrell, c'est une romancière à grand spectacle, à histoire. Mais quand on dit à histoire, moi j'imagine toujours une famille qui se retrouve avec des secrets de famille dans une maison, et j'ai horreur de ça. Là, non. Non, c'est parce que vous en avez tellement lu aussi. Oui, on en a tellement lu, voilà. Alors que là, il y a une finesse, et à chaque page, à chaque personnage, vous êtes surpris par ce que vous découvrez. Alors, j'essaye quand même de vous raconter. Ça se passe donc entre l'Irlande et les États-Unis principalement, entre 1946 et 2016. On est aujourd'hui, on est au fin fond de l'Irlande, dans une maison qui est protégée par 12 portails. Et oui, 12 portails. Vous avez un monsieur qui est linguiste, qui est américain, qui est en train de faire sa valise parce qu'il doit aller fêter les 90 ans de son père à New York. Et on voit bien que les relations avec son père sont compliquées, que ça ne l'enchante pas de partir là-bas. Et pendant qu'il fait sa valise, dans le jardin, il y a sa femme qui est en train de tirer au pistolet, comme si c'était un passe-temps. Oui. Alors, le monsieur explique tout de suite que sa femme est folle. Mais folle, pas du tout au sens où elle pourrait être emmenée avec des hommes en blouse blanche, au sens où elle n'est pas comme tout le monde. Et on va remonter le temps. Donc, elle est très originale, et Claudette est très originale. Et Claudette a été la plus grande star de cinéma de son époque. Et oui. Et Claudette, à quel âge? Et Claudette, elle a la quarantaine. Et elle tourne Claudette, plus. un jour, Elle a décidé de disparaître. À la Greta Garbo, elle s'est évaporée dans la nature et elle a disparu complètement. Alors vous me direz comment Daniel, le linguiste, a réussi à la retrouver, elle. Eh bien, un jour, et à chaque fois vous faites comme ça des bonds dans le temps, dans l'espace. Et un jour, lui, il était venu en Irlande pour chercher les cendres de son grand-père. Et il a vu une femme qui était tombée en panne, il s'est arrêté, c'était Claudette. Lui, il n'a pas reconnu Claudette du tout. Ils se sont Claudette, mariés. elle vivait cachée. Claudette vivait cachée, en exil. d'où les 12 portails. Et oui, elle est cachée derrière 12 portails. Parce que Claudette ne veut pas qu'on la retrouve. Vous avez comme ça une espèce de... C'est comme si elle tirait sur un fil, et à chaque fois, vous avez un autre personnage qui arrive. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, elle vous raconte ce personnage, et à chaque fois, vous êtes scotché. Et ça a toujours un lien avec le linguiste là et Claudette. Et Claudette. Vraiment, le pivot du livre, c'est eux. C'est un livre qui m'a ému comme peu. Bernard Pivot, vous savez, il parlait de la gratification du lecteur. Eh bien, vous lisez Maggie O'Farrell et vous êtes gratifié. Vous êtes surpris, vous êtes emporté. C'est palpitant. Pivot aussi, parfois, il disait satisfait ou remboursé. Je pourrais vraiment quasi le faire pour Maggie O'Farrell, tellement je trouve que c'est un roman incroyable. Ça s'appelle Assez de bleu dans le ciel. Et c'est chez Belfond. Et vraiment, allez-y, s'il y a un roman à lire pendant ces vacances, c'est celui-là. En plus, vous avez vu les circonstances, il est vraiment de printemps avec son gazon. D'accord. Pendant que vous allez lire Maggie O'Farrell, que vont faire vos enfants? Eh bien, ils vont lire Björn, 6 histoires d'ours, publiées aux éditions Les Fourmis Rouges. C'est un livre qui fait partie de la sélection d'un nouveau prix littéraire qui va récompenser demain le plus bel album illustré pour la jeunesse au domaine de Manville, au Beau-de-Provence. Et c'est une très bonne idée parce que des prix littéraires pour les grands, il y en a quasiment autant que de romans, alors que pour les albums, il n'y en a pas beaucoup. Or, il y a des choses somptueuses. Celui-là, je l'adore, c'est l'histoire d'un ours qui habite dans une caverne dans la forêt, jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, par exemple, c'est un ours qui adore lire et qui adore aussi lire les catalogues pour les habits des humains. Il est très surpris parce qu'il voit que les hommes adorent montrer leurs muscles et que les femmes, elles ont toujours de l'air qui font voler leurs cheveux. Et un jour, avec ses amis, le blaireau, la belette, l'écureuil, il décide de faire un carnaval en se déguisant avec des habits d'humains. C'est absolument irrésistible. Il y a la visite médicale aussi. On s'aperçoit, c'est le hibou qui organise la visite médicale dans la forêt. Il a besoin de lunettes. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de lunettes dans la forêt? On va voir la pie.
Parce que la pie, elle a de tout dans son nid. Donc on va lui trouver des lunettes. Mais Björn, le bienheureux, il préfère voir la vie un peu floue. C'est tellement joli. Alors que vous voyez, c'est rien du tout. C'est un trait épuré qui montre que de la simplicité naît toujours la bonté et la beauté. Au Fumier Rouge, Delphine Perret, grand coup de cœur. Ça se raconte quand on est Pour un les parent. tout petits. Et sinon, c'est pour les tout petits. À partir de 3 ans. D'accord. Merci beaucoup, Je peux Olivia. peut-être vous l'offrir pour vos petits-enfants. Ouais, peut-être le lire moi surtout. Ouais. Déjà été fait. Ah, oui. On l'a souvent fait même. Vous l'avez souvent fait. Ouais. Je peux faire chaque matin. Comment vas-tu, c'est l'école des femmes? On va le faire en vrai. Ah, c'est bien. On commence par qui? Eh bien, une petite récitation, tenez. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Ça vous rappelle quelqu'un? Jacques Prévert, qui a redonné un peu de fierté à tous les cancres de la Terre. Alors pourquoi Prévert? Parce que mardi, le 11 avril, cela fera 40 ans qu'il nous a quittés, d'où ce hors-série de Télérama. C'est une merveille, toute consacrée aux poètes, scénaristes, paroliers, artistes, multitalents. Alors, à l'intérieur, des photos, des dessins, des manuscrits, des affiches, du texte aussi, 1001 anecdotes. Par exemple, la chanson Les Feuilles Mortes, c'est une des 3 chansons les plus chantées dans le monde. Elle a été chantée pour la première fois en 1946 dans un film de Carnet, Les Portes de la Nuit. C'était le titre du film qui fait un bide. 3 ans plus tard, Montand la chante sur scène en 1949. Il enregistre même le titre, mais il sort du studio en disant non, c'est une mélodie un peu trop compliquée, ça ne marchera pas. Et effectivement, ça ne marche pas tellement. Sauf qu'il y a un éditeur musical qui s'appelle Jacques Enoch, j'espère que je prononce bien le nom, je ne le connaissais pas, qui lui y croit. Il va traverser l'Atlantique, il va rencontrer un proche de Sinatra qu'il connaissait, et il va lui dire « Regarde cette chanson, fais-moi une version anglaise ». Et il faudra attendre 1957 pour que Sinatra, bouleversé par le départ d'Ava Gardner, décide de chanter son deuil. Et là, il appelle l'éditeur américain, qui est l'un de ses proches, et qui dit « Donne-moi la chanson la plus triste que tu as dans tes cartons ». Et l'autre lui sort quoi? Il lui sort Les Feuilles Mortes, et ça va devenir l'une des chansons les plus chantées au monde. Et puis, autre anecdote, Jacques Canetti, en 1938, alors lui, il était producteur de musique, de spectacle. En 1938, il monte sur le paquebot Normandie, il va à New York. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il s'aperçoit que Prévert est aussi sur le bateau. Mais c'est un hasard total. Ils ne se connaissent pas. Il y en a un qui connaît l'autre de nom, point barre. Mais comme ils vont passer 8 jours ensemble sur le bateau, il va y avoir une proximité, l'autre va aller le voir, ils vont s'entendre et Canetti sera le premier à faire enregistrer des disques entièrement consacrés à Prévert. Voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça dans ce numéro spécial de Télérama. Et d'ailleurs, la fille de Jacques Canetti, Françoise Canetti, qui veille sur les archives de son père, propose aujourd'hui un coffret triple CD et disque vinyle avec les plus grands interprètes qui chantent Prévert, Montand, Piaf, Nougaro, Reggiani, Marlène Dietrich, j'en passe. Il y a d'ailleurs sur ce disque pas moins de 7 versions des Feuilles Mortes, hein, avec Iggy Pop, Tony Bennett, Bob Dylan, hein, dernier prix Nobel de littérature. Le livre Parole, hein, il dit oui avec la tête, il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. 50 000 exemplaires par an depuis l'an 2000, toujours, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de 500 écoles Jacques Prévert en France. Le seul qui fait mieux, c'est Jules Ferry. Bon, t'es obligé, hein, Jules Ferry. Tout autre chose maintenant, la revue Art dans l'air. Alors, je la découvre et je la recommande. Elle fait l'inventaire de tout ce qui se fait en matière d'art visuel dans le sud de la France. Ça tombe bien parce que c'est les vacances et c'est une grande migration en ce moment. Découverte et redécouverte, notamment de Jean Pierson, le peintre du Sud, dont les toiles ont une particularité, c'est-à-dire qu'on sent toujours une présence, mais on ne la voit jamais. Il n'y a personne, mais on sent qu'il y a quelqu'un pas loin. Alors parfois, c'est l'apéritif qui se prépare, des olives qui sont sur la table, un verre à moitié plein, une serviette qui traîne, un maillot qu'on vient d'enlever. Alors, il expose en ce moment à la galerie de l'Ancien Courrier de Montpellier. Son œuvre, c'est un cri d'amour à la Méditerranée, mais plus que la région, la mer Méditerranée, parce qu'elle est toujours présente dans ses tableaux. Alors, il faisait un truc très difficile, ce peintre. Hein? Il arrivait à peindre l'ombre. C'est difficile de peindre l'ombre. Et lui, il faisait ça très bien. Parce qu'il vivait tout le temps là-bas. Ouais. Alors, le musée Soulages à Rodez propose aussi tout un tas de belles expositions. Et puis, il y a aussi le Salon international des arts plastiques à Colombier. Bon, mais tout ça est dans la revue donc, que je recommande. Juste pour finir, la philo, parce que Philosophie Magazine nous propose de belles choses. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal? Question d'actualité. Et puis à gauche, les anti-lumières, ceux qui méprisent la démocratie, le progrès, bien ils sont de retour. Et si vous aimez le romantisme allemand, vous verrez cette toile de Caspar Friedrich.
Et je signale, puisque la philo est à la mode, cette collection du Figaro de Luc Ferry, avec A comme amour, B comme beauté, etc. Ça va jusqu'à Z. C'est celui des lycées ou pas? Et c'est très très bien fait. C'est Jules J'ai dit Jules Ferry, c'est Luc Ferry, évidemment. C'est Luc Ferry, oui. Merci beaucoup, qui fait jeunes aussi gens. beaucoup pour l'éducation nationale, dans son genre.